Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est David Martinon. Bonjour. Bonjour. Ancien ambassadeur de France en Afghanistan entre 2018 et 2021. Vous êtes aujourd'hui ambassadeur de France en Afrique du Sud. On rappelle votre livre, Les 15 jours qui ont fait basculer Kaboul. Et à partir de ce livre, ce soir, vous pourrez découvrir un document très très fort, Kaboul Chaos sous la menace des talibans, sur Canal+ Doc, et c'est également disponible sur MyCanal. Je vous disais juste avant à quel point ce document, moi, m'a bouleversé. J'ai regardé avec une boule au ventre, en fait, parce que on vit, en fait, les derniers jours, enfin, la journée décisive au cours de laquelle Kaboul est tombé, et avec des flashbacks sur votre vie à Kaboul, dans l'ambassade. Qui a eu l'idée de l'adapter? On va peut-être citer, juste avant de vous donner la parole, les réalisateurs qui ont fait un boulot phénoménal, parce qu'il y a beaucoup d'images. Donc, c'est réalisé par Thomas Brémond, David Périsser, Nils Montel et Myriam Veil. Voilà, et c'est une idée de Jérôme Pierdet. Absolument. Voilà. L'idée de départ, c'est effectivement Jérôme Pierdet qui s'est dit qu'il avait envie de montrer ce que c'était que la vie diplomatique, la vie d'un ambassadeur. En fait, c'est un ami d'enfance, pour tout vous dire. Et il a eu cette idée, et puis moi, je suis parti en poste. Et en fait, c'était évidemment extrêmement difficile pour lui de faire quoi que ce soit à distance, surtout que Kaboul était déjà le pays le plus... Enfin, l'Afghanistan a été, dans ces années-là, le pays le plus dangereux au monde. 50% des victimes du terrorisme étaient afghanes. Il se trouve que j'avais dans mon équipe un jeune Afghan qui avait été formé au documentaire et donc qui savait tenir une caméra très très bien. Et donc je lui ai laissé la liberté de nous suivre dans notre travail de tous les jours, de temps en temps. Et donc c'est une partie des images que vous pourrez voir ce soir. Et puis il y a aussi ce que moi j'ai filmé avec mon téléphone pendant la crise, parce que je voulais absolument documenter ce que nous faisions. Je voulais garder des traces et je voulais aussi pouvoir expliquer ce que nous faisions à quel moment, parce que je savais aussi que on ne manquerait pas d'avoir des polémiques, des critiques, et je voulais pouvoir documenter. Mais avouez que c'est quand même très bizarre lorsqu'on est embarqué par le raid, la sécurité, pour être exfiltré, d'avoir le réflexe de filmer avec son portable. Vous comprenez que c'est très bizarre dans ce moment-là de chaos où il y a des bombes, où on ne sait pas où on va être, et vous filmez. Je filme, en réalité la première chose que je filme, c'est le moment où nous partons en hélicoptère. Et c'était en fait extrêmement important parce que depuis des heures, je n'avais plus de communication ni avec l'OTAN. J'étais à ce moment-là dans la zone verte, c'est-à-dire la zone protégée de Kaboul qui ne l'était plus. Et nous devions rejoindre l'aéroport. Et comme les talibans contrôlaient déjà la ville, il fallait y aller en hélicoptère. Et à ce moment-là, je n'avais plus de contact avec l'OTAN, je n'avais plus de contact avec Paris, je n'avais plus de contact avec le reste de mon équipe qui était restée à l'ambassade pour accueillir les dernières personnes qu'on devait évacuer. Et ma femme non plus ne savait même pas où j'étais. Et donc de nous filmer, ça m'a permis, dès que nous sommes arrivés, on est arrivé à la base de la CIA à l'aéroport, j'ai retrouvé de la connexion. Il y a un type de la CIA qui m'a donné son code perso, c'était Trump 2020 d'ailleurs. C'est vrai ? Oui, je m'en souviens encore. Et donc j'ai pu poster ça, ce qui avait une valeur de preuve immédiate et qui en fait a passé l'information à tout le monde que nous avions quitté la zone verte et que nous étions en sécurité. Oui, ce sont des images, encore une fois, très fortes, parce qu'on est au cœur de cette journée du 15 août 2021. On vous voit partir, on voit vous brûler tout, vous détruisez tout pour ne rien laisser, les disques durs. Donc il y a toute cette dramaturgie, j'ai envie de dire, de cette journée, et avec tous les événements qui s'enchaînent les uns après les autres, avec ceux qui veulent se réfugier à l'ambassade de France. Vous prenez, on va pas raconter, parce qu'il faut vraiment voir les images, qui sont des images filmées live, c'est pas du reportage avec une caméra, c'est vraiment très fort. C'est en temps réel. Et c'est vrai que c'est très puissant. Et puis il y a une autre, alors c'est une grande partie du documentaire qui est consacrée à l'évacuation, mais il y a aussi votre vie quand vous arrivez là-bas. La question que je me suis posée, c'est pourquoi il a accepté ça? Pourquoi il a accepté ce poste? J'imagine qu'on vous pose souvent la question. Vous l'expliquez partiellement dans le documentaire. Alors, je ne l'ai pas accepté, j'étais volontaire. C'est encore pire. Sur ce poste-là, il faut être volontaire. Personne ne vous oblige à aller à Kaboul. Mais le fait est qu'il fallait être volontaire et qu'on n'était pas nombreux. On était 3.
Et d'abord, c'est un pays qui m'a toujours intéressé. Depuis mes lectures d'adolescent. Vous disiez Joseph Kessel, voilà, avec les Cavaliers, qui m'a marqué. Et ensuite, parce que je considérais que, et je considère toujours en partie que le métier diplomatique, il s'exerce aussi, il doit s'exercer dans une forme de paroxysme. Parce que là, c'était évidemment, il fallait bâtir la paix, il fallait essayer de bâtir la paix. On était sous tension constante, que la menace terroriste était permanente et extrêmement diverse. Donc c'était une vie totalement anormale et c'était un défi personnel et professionnel que j'avais envie de relever. Alors, mais vous votre portez la cravate, votre femme, elle n'a rien demandé. Si, elle était d'accord. Elle était d'accord parce que d'abord. Parce que vous l'emmenez dans l'aventure. Hein. Ah non, on était tous célibataires géographiques. Je lui ai fait la blague un jour, je lui ai dit, chérie, j'ai trouvé une école bilingue à Kaboul pour les enfants et ça l'a pas fait rire. Nous étions tous célibataires géographiques. Oui, vous portez toujours la cravate. Je me suis fait la réflexion, même dans un pays en guerre, même comme dans un pays comme celui-là, l'ambassadeur de France porte la cravate. Parce qu'il doit incarner. Un ambassadeur doit incarner la France et c'est une manière aussi d'imposer une forme d'autorité. Et c'est vrai que il y a eu des moments où il a fallu négocier quand, au bout de l'opération d'évacuation de ceux qui étaient à l'ambassade. Je me souviens que ça se passait pas bien avec le contingent turc et avec les Américains qui voulaient pas laisser entrer le cortège à l'aéroport. Et en fait, j'avais mis une veste parce que il fallait aussi qu'ils se rendent compte qu'ils parlaient pas juste à quelqu'un, mais à celui qui représentait un État allié et ami. Et donc voilà, c'est une forme d'incarnation. À ce moment-là, vous êtes le seul décisionnaire. Ça veut dire que vous avez demandé l'autorisation de quitter l'ambassade à Paris et au président, ou à un moment, la situation est telle que c'est votre responsabilité d'ambassadeur et la plupart des décisions, elles vous incombent à vous et après, on verra. C'est les deux, c'est-à-dire que ce que l'on a fait, nous l'avions prévu, nous l'avions organisé, anticipé, et donc tout ça a été fait en accord avec Paris. Mais c'est sûr que le dimanche 15 août à 6h du matin, quand j'apprends que la ville de Jalalabad, qui est la dernière grande ville à l'est de Kaboul, est tombée, je n'attends pas que Paris se réveille pour prendre les décisions qui s'imposent. Donc ça, c'était bien sûr sous mon autorité unique. Il y a eu d'autres décisions que j'ai prises et qui étaient de ma décision unique. Contre l'avis, par exemple, du chef du RAID qui raconte, par exemple, en particulier d'ouvrir les portes aux 300 et quelques personnes qui étaient massées. Lui dit, pour moi, c'était invraisemblable de faire rentrer ces gens parce qu'il y avait des risques. Et vous avez décidé qu'il fallait les faire rentrer, quitte à prendre le risque, effectivement, un terroriste se soit glissé parmi eux, même s'il y avait des contrôles, mais contre son avis. Et on sent qu'il a encore un regret presque d'avoir été contre, d'avoir accepté. Oui, mais ça, c'est une décision que vous prenez, vous? C'est ma décision de chef de poste, d'ambassadeur. Je comprends ses appréhensions, ses réticences, mais je sais aussi qu'il me fait confiance et qu'il respecte mon autorité. D'abord parce qu'on se fait confiance, parce qu'on a une cohésion très forte et il sait que je ne prends pas des décisions nécessairement absurdes. Et ensuite parce que c'est un policier français et il incarne de ce point de vue-là le meilleur de la police française, c'est-à-dire le respect de l'autorité, les valeurs républicaines et donc il sait que aussi sa responsabilité c'est de prendre ma décision. La France a anticipé, c'est ce qu'on découvre aussi dans ce documentaire. La France a été la seule à anticiper ce que vous évoquiez tout à l'heure. Comment ça se fait que vous ayez été les seuls à être un petit peu à l'affût et avoir senti ce qui était en train de se passer, parce que ça a été une progression, et on le voit dans le documentaire, absolument fulgurante des talibans, très rapide. C'est une addition de plusieurs choses. C'est-à-dire, c'est une anticipation, et l'anticipation, ça part de l'analyse. Moi, j'ai beaucoup analysé avec mon équipe, donc avec mon attaché de défense, avec mon attaché de police, avec mon poste de mon équipe de la DGSE, comment les choses s'imbriquaient, combien de temps l'armée afghane pouvait résister sans le soutien de l'OTAN, etc. Et notre conclusion, ça a été que à partir du moment où l'armée afghane devait combattre seule, sans le soutien de l'OTAN et le soutien notamment américain, elle ne tiendrait pas longtemps. Ça, c'était la première chose. La deuxième, c'est aussi, je pense, une bonne compréhension de la vie politique américaine. C'est-à-dire que le reste de la communauté internationale pensait et les Afghans pensaient que on est en fin
du mandat Trump, et à l'approche de la présidentielle, et tout le monde se dit Trump va perdre, et Biden va être élu, et avec Biden, ce sera back to normal, le retour à une situation habituelle. J'étais persuadé du contraire. D'abord parce que Trump n'était pas battu d'avance, et ensuite parce que Biden avait lui aussi sa position très claire sur l'Afghanistan et sur la nécessité de mettre absolument un terme à l'engagement américain en Afghanistan. Et donc, ça a été... Et puis après, vous avez des biais cognitifs, en réalité, de la part de ceux qui sont dans cette situation-là. C'est-à-dire que quand on est diplomate, on passe beaucoup de temps à se concerter avec les autres, évaluer, échanger des informations pour arriver à la meilleure position. Et en fait, il y a des mécanismes cognitifs qui font que quand vous faites votre analyse, vous arrivez à un scénario A, une hypothèse A. Si tous les autres arrivent à une hypothèse B, eh bien, vous êtes tenté de penser qu'ils ont raison. Et deuxièmement, il y a aussi un autre scénario qui consiste à faire en sorte qui vous pousse à vous ranger à l'opinion majoritaire, même si vous pensez que vous avez raison, parce que vous avez un risque en réputation si vous êtes seul à vous tromper. Et au fond, vous préférez vous tromper en équipe plutôt que vous tromper seul. En revanche, vous avez aussi anticipé sur l'attentat qui a eu lieu à l'endroit même où les Français, l'équipe française allait évacuer les Afghans. Et vous décidez à ce moment-là d'arrêter toutes les évacuations. Et le lendemain, c'est l'attentat sur l'aéroport de Kaboul. Absolument. Ça, pour le coup, c'était une décision de mon ressort. J'ai pas demandé l'avis de Paris. Et je m'y suis tenu. Et heureusement que je m'y suis tenu, parce qu'effectivement, j'aurais eu des membres de mon équipe ça aurait été un bain de sang. On se retrouve dans un instant avec vous, David Martinon, donc ancien ambassadeur de France en Afghanistan entre 2018 et 2021. Ne manquez pas ce soir Kaboul Chaos sous la menace des talibans. C'est disponible également sur MyCanal. À tout de suite. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média avec David Martinon, ancien ambassadeur de France en Afghanistan entre 2018 et 2021. Vous êtes aujourd'hui ambassadeur de France en Afrique du Sud. C'est un peu plus tranquille. C'est beaucoup plus tranquille, mais c'est quand même le pays en paix où il y a le plus grand nombre d'homicides par jour et par habitant. Est-ce que vous avez eu l'occasion de retourner à Kaboul? Non, c'est pas possible. C'est impossible? C'est pas possible. Et vous en avez une envie ou pas? J'ai pas envie de connaître l'Afghanistan des talibans. Donc j'espère qu'un jour cette phase sera terminée, mais personne ne sait quand ça peut arriver. Ce jour-là, oui, j'aimerais emmener ma femme et mes enfants en Afghanistan. Alors ce soir, Kaboul Chaos sous la menace des talibans sur Canal+ Doc, également disponible sur MyCanal. C'est vraiment un document très très fort, un document qui vous emporte, qui vous emmène. C'est cette journée du 15 août 2021 à Kaboul, journée où l'Afghanistan tombe, où Kaboul tombe aux mains des talibans, avec des images inédites de l'intérieur de l'ambassade de France et puis de cette évacuation absolument hallucinante qui a eu lieu de ces ressortissants, de ces Afghans qui ont voulu partir avec certains généraux. Là aussi, vous avez fait prendre des risques à ce convoi. On ne va pas tout raconter, mais il y a des décisions que vous avez. Là, je me suis posé la question, c'est pas dit très clairement. Le fait qu'il y ait un général qui soit caché dans le coffre d'un bus, vous le saviez? C'est l'équipe sur place qui a pris cette initiative et ils ont raison de la prendre, même si c'était un grand risque. C'était un grand risque parce que s'il se faisait arrêter, fouiller... il n'y avait pas que lui qui y passait. Non, il n'y avait pas que lui qui y passait. Ce convoi d'une dizaine de minibus, c'est ça, qui est arrêté à un moment. Et là, on vous voit, on vous entend commenter cette image du point rouge que vous suiviez. Et vous ne savez pas ce qui se passe. Les bus sont arrêtés. Oui, on ne sait pas ce qui se passe parce qu'on n'a plus de communication. Alors, les voitures avaient été... il y avait des pucés par le raid avant la chute. Et donc, je pouvais... j'avais avec moi le commandant du détachement du commando parachutiste de l'air numéro 10, donc du commandement des opérations spéciales, qui avait ce qu'il fallait comme équipement pour qu'on puisse suivre le trajet du cortège. Et donc, à certains moments, on voyait que le cortège était arrêté et que ça reprenait pas, et que là, pour le coup, le premier arrêt, c'était 300 mètres après le départ, et ça a duré 45 minutes. Valérie, monsieur l'ambassadeur, je vous propose d'écouter quand même la bande-annonce pour donner une idée à nos auditeurs de ce qu'ils peuvent voir ce soir. Je suis à l'ambassade, je reçois un appel de l'OTAN qui me dit « Pars
maintenant. Et à ce moment-là, tout s'enchaîne. C'est l'enfer à l'aéroport. Les attentats sont très fréquents. Le monde était terrorisé. Et nous avons toujours 300 personnes bloquées à l'ambassade de France. Je ne sais pas comment on va faire pour sortir tout le monde. C'était la fin du monde, en fait. Et donc, il faut absolument trouver une solution. On doit traiter avec eux. On est obligé d'aller les voir. L'ambassade avait affrété des bus pour évacuer les gens vers l'aéroport. Allez, vite, 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 vite! David Martinon sera le dernier ambassadeur étranger à quitter Kaboul. Création documentaire, Kaboul Chaos sur Canal+ Doc, disponible avec Canal+. Pour négocier tout ça, on a de l'argent liquide sur soi, on n'a pas une carte bleue, j'imagine, on fait pas un sans contact avec les talibans pour passer les choses. Est-ce qu'il y a des choses qui se monnaient? Non, on monnaie rien, en tout cas pas en argent. En revanche, oui, il a fallu faire une concession. Laquelle? Faire une concession. On s'est rendu compte que le taliban qui dirigeait le checkpoint qui était juste en face de l'ambassade, en fait, c'était un opportuniste et il avait très envie qu'on l'emmène. Avec sa famille. Avec sa famille, avec ses enfants. Et vous l'avez fait? Ouais. Et on a dû le faire. Ouais, vous avez et dû c'était le meilleur choix. Parce que sans lui, il n'y avait pas de bus, et sans lui, les 300 personnes restaient à l'ambassade. Et puis, il y a aussi un personnage important qui est Willy. Wally, qui est un Afghan, franco-afghan, qui était ce jour-là en vacances en Afghanistan et qui se retrouve à devenir le négociateur. Et on voit qu'il y a tellement d'humains dans ces négociations que ça tient à un fil, en fait, les discussions qu'il mène, et en particulier sur la libération, sur l'arrêt des bus. Mais lui, au départ, est celui qui négocie la possibilité d'organiser ce convoi et l'évacuation des Afghans qui veulent partir. Alors, juste une petite précision, parce que vous dites à juste titre qu'il était venu en vacances. Ça paraît bizarre quand même de passer ses vacances d'été en Afghanistan. Mais il faut comprendre que pour les franco-afghans, ou les Français d'origine afghane, il y avait chez eux une prescience que la République allait tomber. Et donc, en fait, ils voulaient voir une dernière fois la famille parce qu'ils ne savaient pas du tout quand ils pourraient avoir à nouveau un contact. Donc, c'est ce qui s'est passé avec Wally. Il a emmené ses enfants pour qu'ils voient la famille, les cousins, les parents. Et c'est la raison pour laquelle il se retrouve jusqu'au dernier moment, alors même qu'en effet, on a fait passer des messages pour dire à tout le monde de partir. Et oui, Wally a été absolument décisif. Il n'a pas été le seul, mais il a été décisif au sens où lui, parlant le dari, donc la langue persane, il avait cette capacité à négocier. Et c'était d'autant plus difficile pour lui qu'une partie de sa famille a été tuée par les talibans. Lui-même avait été torturé par les talibans du temps de la première saison, si je puis dire, 96-2001. Vous pensez qu'il y aura une troisième saison, entre guillemets, c'est-à-dire que ce pays peut s'en sortir, un pays, on le voit aussi dans le documentaire, corrompu, au-delà de ce qui est possible d'imaginer, mais est-ce que les talibans sont là, installés? On voit la terreur qu'ils font régner aujourd'hui, l'état dans lequel sont réduites les femmes. Alors, ça c'est la première chose, c'est que les talibans ont une capacité à se faire craindre qui est extrême, et donc ils contrôlent très très bien le pays. Et ils arrivent à imposer aux femmes une situation. En réalité, on a parlé d'apartheid, mais c'est pas un apartheid, parce que c'est pas ça les prémices de l'apartheid. C'est de l'esclavage. En fait, c'est un esclavage domestique. Les femmes n'ont aucun droit dans l'espace public. Elles sont des ventres, pardon pour cette expression terrible, et elles sont des esclaves domestiques. Je pense néanmoins, et ça m'attriste, mais je pense que ça va durer, encore une fois, parce que les talibans contrôlent très bien le pays, à l'exception d'une forme d'opposition, qui est l'État islamique au Khorasan, c'est-à-dire la branche afghane de Daesh, qui est ce groupe terroriste qui est encore pire que les talibans et qui a perpétré l'attentat de Moscou. Il y a une opposition qui tente une insurrection armée, qui est encore à l'étranger et qui a du mal. Ça viendra, parce que c'est l'histoire de l'Afghanistan, ce sont des cycles d'insurrection civile et militaire. Et donc, les talibans connaîtront un terme. Mais quand, je ne suis pas capable de le dire. En 18 ans, 1500 milliards de dollars pour instaurer la paix. Immense gâchis. Immense gâchis, donc c'est notre échec. Mais personne ne peut critiquer l'effort qu'a fait la communauté internationale et en réalité l'Ouest en termes de trésors.
et en termes de sang versé. Il y a quand même 90 soldats français qui sont morts en Afghanistan. Donc c'est notre échec, mais c'est quand même l'échec des élites afghanes et d'une certaine manière du peuple afghan. Et je ne le souhaite à personne, mais personne en fait ne peut prendre leur destin en main à leur place. C'est à eux de prendre leur destin en main. Il y a quelques jours, Donald Trump est désormais président des États-Unis. Il était donc président au moment de ce chaos à Kaboul. Quelle image vous en avez? Alors, merci de cette question parce qu'elle permet de clarifier les choses. Donc, le président Trump est celui qui envoie un négociateur pour mettre un terme à l'engagement américain en Afghanistan. Et en réalité, cette paix n'en est pas une, elle n'est pas bien négociée. Et très rapidement, notamment pour ma part, il se trouve comme on a un très bon service de renseignement, la DGSE, il se trouve que j'ai la trame de l'accord qui sera signé le 29 février 2020 à Doha, entre les Américains et les talibans, et je sais que ce n'est pas un accord de paix, c'est un accord de retrait en sécurité. Il n'y a pas de garantie pour les républicains afghans, il n'y a pas de garantie de maintien des institutions démocratiques. C'est un très mauvais accord. C'est l'accord voulu par Trump. En fait, Trump se fiche de l'accord. Ce qu'il veut, c'est ramener les troupes à la maison. Et donc, quand Biden est élu, il continue à réduire les troupes. Pardon, Trump continue à réduire les troupes. Et en réalité, au moment où le président Biden est investi, donc le 20 janvier 2021, exactement il y a 4 ans, il n'a plus de marge de manœuvre. Parce qu'il y a un accord signé qui prévoit un retrait de toutes les troupes au 1er mai 2021. C'est très difficile de remonter en effectif, notamment parce que les talibans veulent que l'accord soit appliqué. Et donc, s'il n'était pas appliqué, probablement qu'ils auraient repris les attaques terroristes contre nous. Donc, en fait, le sort, les dés étaient déjà jetés. Et la marge de manœuvre de Biden était extrêmement faible. C'est pas pour ça que la fin a été glorieuse. La chute de Kaboul, elle est terrifiante. Mais en réalité, c'est vraiment l'accord voulu par Trump. Quand on est dans l'avion, on pense à quoi? Une fois qu'on a vécu tout ce qu'on peut voir ce soir sur Canal+ Doc, quand on est dans l'avion, on souffle et on fait quoi? Alors, quand on monte dans l'avion, donc le 27, à 3 jours de la fin d'exercice, c'est le moment où, en fait, le 27, les Américains commencent ce qu'on appelle la descente logistique, c'est-à-dire qu'ils se replient militairement pour monter dans l'avion avant le 31 août. En fait, on n'est ni triste ni joyeux, on est juste soulagé. Parce qu'en fait, l'impression que ça nous donne, c'est que du dimanche 15 août, 6 heures du matin, jusqu'au 27, au moment où on monte dans l'avion, c'est comme si on n'avait eu qu'une seule journée. Ça fait 12 jours, 13 nuits, mais en fait, c'est une seule journée, et donc on est tous épuisés. On est soulagés parce qu'on rentre tous à la maison, et quelques heures avant, il y a eu cet attentat qui fait 200 morts. On a la chance de tous remonter dans l'avion, et donc en fait, je crois qu'on est juste soulagés. Soulagé. On ne peut pas dormir parce que tout ça a un effet amphétaminique. Mais c'est notre état d'esprit. Soulagé de partir, parce qu'on le vit, on vit vraiment cette intensité, cette menace permanente qui est là. Il y a une autre jeune femme que je voudrais citer, Sonia Ghazali, qui est la correspondante de France 24, qui était aussi au cœur de l'ambassade, qui a fait partie de l'évacuation, qui témoigne et qui est assez formidable. Et puis votre premier adjoint, je ne sais pas comment on dit, premier conseiller. Thierry Guibert. Thomas Guibert, voilà, qui était assez jeune, non? Il paraît jeune en tout cas. Il avait 39 ans. Ah oui, il paraît plus jeune. Qu'est-ce qui lui est devenu? Alors, il est parti en poste à Berlin et maintenant il est sous-directeur au ministère des Affaires étrangères. Et j'imagine que ça crée des liens quand on vit des situations pour toute comme cette équipe, on sait très bien que maintenant c'est à la vie et à la mort. Vous en avez en Afrique du Sud qui sont dans votre cabinet? Non, mais vraiment avec les policiers, avec
les militaires, avec les diplomates, les liens sont très forts. On a fait une projection au RAID, par exemple. On a fait une projection au RAID la semaine dernière du documentaire. Ouais. Merci David Martinon d'être venu. Merci Monsieur l'ambassadeur, excellence. Vous retournez en Afrique du Sud et vraiment ce soir, ne manquez pas Kaboul KO sous la menace des talibans. Allez voir le replay sur MyCanal. Ce sont des images à la fois bouleversantes, émouvantes et terrifiantes. Merci à vous. Et puis on pourrait dire qu'il faudrait que Canal le diffuse aussi. Ah oui, en prime. Ah oui, ça mériterait d'être diffusé en prime, absolument. Plutôt que Canal Plus Doc, c'est vrai que bon. Mais tout le monde n'a pas Canal Plus Doc. Non, c'est bien d'avoir un réflexe. Appel aux dirigeants de Canal, diffusez-le sur Canal Plus. C'est un document remarquable. Je peux vous dire qu'on envoie des documentaires, mais celui-ci est particulièrement fort. Merci à vous.